Parfait, je vais aller voir ça. Je vais aller voir si ça fonctionne sur la page PSP Bagotville. Yes, parfait, merci, parce que moi, là, je ne veux pas tout faire bugger là, en allant là. Fait que ça bon que tu me le dises. Ok, parfait. Ce serait bien gentil aussi s'il y a des gens qui sont là. Ah, là, tu vois. Ouais. Tout est correct? Le direct vient de commencer. OK, parfait. S'il y a des gens là, qui sont déjà connectés, s'il vous plaît, faites juste nous mentionner là, si tout est correct de votre côté. On est encore en apprentissage avec BeLive puis nos lives Facebook. Mais c'est correct, on s'améliore, je pense. Là. Ah, ouais, il y a des gens déjà qui arrivent. Je vais écrire un petit quelque chose. Ouais, pour voir si le chat fonctionne. Pour ceux et celles qui sont déjà connectés, n'oubliez pas là, que pendant le live, le direct, excusez-moi pour l'anglicisme, le direct, vous pouvez nous écrire là. Nous autres, on va voir aussi les commentaires. Fait que si vous avez des questions, quoi que ce soit, je vais le répéter tantôt. Là, si vous avez des questions, gênez-vous pas. Fait que c'est ça. Ça va-tu bien, Jean-François? Oui, ça va super bien. Une grosse journée. Je suis allé à la clinique aujourd'hui. Ah ouais? Aller sur place, puis là, je suis revenu juste à temps pour pouvoir m'installer devant l'écran ce soir. Cet après-midi, excuse-moi, je pense déjà à la soirée. Puis, vous autres, comment que ça fonctionne à la clinique? Vous allez là sûrement pas pour rencontrer du monde en personne, j'imagine? En personne, oui. En fait, c'est strictement les urgences, là, selon des balises bien précises. Nos autres professionnels ont des règlements, notre médecin-chef. Il y a beaucoup de règlements qui sont descendus au cours du dernier mois. Puis par contre, la définition d'urgence, c'est vraiment si l'état dégrade à ne pas voir un physiothérapeute, c'est là que nous, notre rôle en ce moment dans la société, c'est de sauver des consultations au niveau des urgences des hôpitaux civils. Donc, bien entendu, c'est de peser la balance des inconvénients. C'est pas idéal de se voir en personne, mais on aime mieux avoir une personne qui vient nous voir dans notre clinique avec peu de gens, avec un beau corridor de soins pour les accueillir, plutôt que d'aller au niveau d'une urgence d'un hôpital qui va être plus gros avec plus de gens, tout ça. Plus de désinfection, ouais. C'est ça. Le but, c'est de désengorger les grosses structures puis de laisser les médecins, les urgentologues faire leur travail en ce moment dans le contexte actuel. Intéressant, c'est le fun. Ça doit être le fun de revoir des clients patients en direct, en live, en vrai de vraie vie. Ouais, c'est quand même cocasse aussi, c'est qu'on appelle tous nos patients pour leur offrir des options parce que on peut les aider à distance quand même, là, ne serait-ce qu'au téléphone, puis de leur donner des conseils, des recommandations. Il y a aussi beaucoup de cliniques de physio qui ont poussé, qui ont mis en place des concepts de téléréadaptation. J'appelle, puis là, ceux-là que j'ai appelés dernièrement, ils me disent « Ah ouais, j'ai vu ton live la semaine dernière sur la course à pied, ça m'a été utile. » Puis bon, fait que là, je me suis dit « Bon, au moins, le message s'est rendu à bon port. » Ben ouais. Tant mieux si ça a pu aider du monde directement, là, c'est le fun. C'est le fun, c'est le but, c'est l'objectif aussi. Fait que good. Je pense qu'on va commencer ça, Jean-François. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, c'est même très parfait. OK, fait que je vais nous représenter. Moi, c'est Marc-André Boudreau Rasmussen. Je suis moniteur de conditionnement physique et des sports / kinésiologue là, à la base de BFC Bagotville. Puis Jean-François Saint-Amand, physiothérapeute, aussi à la base de Bagotville. Aujourd'hui, c'est notre deuxième partie, top 10 des erreurs d'entraînement. Comme vous pouvez le remarquer, on va discuter là, au niveau des chaussures, au niveau de la course à pied, du squat et des push-ups. J'invite tout le monde qui est présent à poser des questions. La semaine passée, on a eu plusieurs questions. Ça a été super agréable de répondre puis d'avoir... c'est vous un peu qui guidez une partie de notre discussion. Donc, soyez super à l'aise à nous écrire là, des questions, des commentaires. Même si vous avez des opinions divergentes à nous, pas de problème. Faites juste le mentionner. Puis, on est ouvert d'esprit. Puis, on est là aussi pour discuter. Fait que gênez-vous pas. Juste avant qu'on commence, je rappelle tout aux membres là, militaires que le mois de mai, c'est le mois consacré à l'activité physique. Donc, on a notre page YouTube, là, on a plus de 30 vidéos, la page YouTube, là,
PSP Bagotville. Fait que j'invite tout le monde s'ils veulent aller s'entraîner. On a aussi des conseils techniques au niveau du test force, au niveau pour les exercices, au niveau des points techniques pour les exercices. Donc, soyez 100% à l'aise. Avant qu'on commence, est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Jean-François? Non, c'est pas mal ça. J'ai dit en pré-live là, que nos services, comment s'articulaient nos services de physiothérapie en ce moment. Puis là, ben oui, j'enchaînerai peut-être avec ce qu'on n'a pas eu le temps de terminer la semaine dernière. Ben là, c'est une transition logique en ce moment. On s'en va vers l'espadrille, la chaussure de course. Puis ça, ben, je dois t'avouer que c'est quelque chose qui m'est encore couramment demandé en clinique, bien entendu. On a des clients, des patients qui sont surtout au printemps. C'est pour ça qu'on a choisi le sujet en ce moment. J'espère qu'on va finir par avoir une belle température pour aller la faire, cette course à pied-là. Ça devrait s'en venir. Ça devrait s'en venir, oui. Donc, je conseille sur une base régulière, puis comme je dis, d'autant plus au printemps, des personnes concernant le choix de leur espadrille de course. Puis, ce que je constate aussi, c'est que ceux qui n'ont pas conseillé et qui n'ont pas demandé conseil au préalable, devrais-je dire, se sont mis parfois dans le trouble. Ils ont acheté quelque chose qui n'était pas approprié. Puis je suis surpris de la quantité de gens qui vont acheter un soulier de course dans un magasin qui ne savent pas du tout qu'est-ce qu'ils achètent. Je leur pose simplement la question. Est-ce que tu sais qu'est-ce que tu as acheté? C'est quoi les spécifications de ta chaussure, les caractéristiques? La personne dit non, j'ai acheté ça, elle avait l'air belle. L'esthétique était là, il y avait un bon prix. Fait qu'on a acheté ça. Puis ensuite, ben, il y a aussi je ne dirais pas la plupart du temps, je dirais c'est sûr que moi, je suis biaisé parce que j'ai un échantillonnage où est-ce que les gens aboutissent dans ma clinique avec une blessure, bien entendu. Mais, disons, la plupart de mon échantillon se sont pas vraiment fait conseiller par le vendeur de l'espadrille de course. Ben, c'est quand même difficile, je pense. Hein? Puis en plus, le choix d'espadrille est rendu... tu sais, c'est un commerce, là, les espadrilles. Il y a beaucoup de marketing qui est fait à propos des espadrilles. On en a partout. C'est même une mode. Puis il y a beaucoup de choix aussi, je pense. Puis c'est difficile de trouver une place où en tout cas, ça peut être difficile de trouver une place, surtout dans des grands marchés ou ben, dans des grands centres commerciaux, de trouver une place là, qui est... que tu as des professionnels qui sont vraiment expérimentés et qui connaissent la science ou du moins le côté informatif là, derrière les chaussures. Oui, tu as tout à fait raison. Puis c'est pas pour dénigrer personne. Moi, en fait, oui, il y a des super bons vendeurs de souliers qui savent ce qu'ils font. Mais en même temps, ça demeure une expertise quand même assez pointue là, dans un magasin de sport grande surface. Tu as plein d'autres articles à connaître dans ton magasin. Puis en plus, ben, de là à lire tout ce qui se fait là, au niveau des souliers, puis de connaître ça par cœur, je vous dis que ça peut, cette tâche-là peut être à elle seule un travail à temps plein. Donc, moi, la plupart du temps, je vais essayer de vous simplifier ça en catégories. Moi, c'est comme ça que je l'ai appris. Moi non plus, là, je ne suis pas la personne qui à chaque jour, là, je vais lire à propos des souliers de course, puis je vais vous avouer en toute honnêteté, j'aime pas ça quand c'est trop compliqué. J'aime ça diviser ça en catégories, puis là, OK, je comprends les principes. Puis après ça, bon, on s'en va avec ça, puis c'est bien correct comme ça aussi. Fait que moi, tout d'abord, ce que j'aimerais aborder, c'est la fameuse... On va commencer par un produit qui a été quand même très tendance. Là. Je recule de 5 à 10 ans. La fameuse chaussure minimaliste. Donc là, je vais vous expliquer c'est quoi. Avec les chaussures de plage, oui. Je ne veux pas nécessairement faire de publicité à personne, là, mais la plus connue pour que les gens s'y reconnaissent là-dedans, c'est la Five Finger. C'est vraiment là, une espadrille qui avait une séparation au niveau des orteils, puis le pied... Bon, fait, ce qu'il faut que je vous dise d'abord, c'est que je ne suis pas en train de vous dire qu'il y en a une qui est meilleure qu'une autre. Au contraire, ce que je suis en train de vous dire, c'est que c'est des produits différents. Il faut juste savoir qu'est-ce qu'on est en train d'acheter puis pourquoi on s'en sert. Donc, c'est comme un coffre d'outils. Si tu ne connais pas tes outils, ben, il y a des bonnes chances que l'outil que tu vas sortir du coffre ne fasse pas le travail pour lequel tu t'attends. Okay? Donc, ce que je veux vous dire à propos de cette chaussure-là, c'est que, bon, je reviens un peu à ce qu'on parlait, les coureurs talons, mi-pied, avant-pied. Encore là, c'est pas une vérité absolue.
Il y a des exceptions, mais la plupart du temps, quelqu'un qui porte ça, eh ben, il va atterrir un petit peu plus sur le mi-pied ou l'avant-pied parce que il a appris à absorber l'impact avec son pied puis sa cheville. C'est juste ça, j'en avais parlé la semaine dernière. Gros avantage indéniable, ça ne prend pas un expert pour s'en rendre compte. Très léger. Donc, on peut s'attendre à quelqu'un qui va aller chercher de la performance. Là, encore là, c'est questionnable. Est-ce que peut-être que sur 42 km, oui, les quelques grammes de différence peuvent aller vous chercher un meilleur chrono. Ça dépend de ce que vous en faites aussi. Là. On parle de performance. Puis, la troisième catégorie de personnes qui va pouvoir avoir recours à ces produits-là, parce que oui, je ne vous le cacherai pas, je l'ai déjà recommandé à des personnes, puis ça m'arrive encore. Ça va être des gens qui ont eu à peu près toutes sortes de blessures au niveau de leurs jambes. Puis que là, on s'aperçoit, on utilise une stratégie sur le tapis roulant quand je les évalue. Ils ont une douleur. Fait que là, je leur dis, bon, est-ce qu'on pourrait faire un pas un petit peu plus court juste pour voir? Est-ce que tu pourrais faire plus de pas dans une minute? Augmenter ta cadence, autrement dit. Ouais. Donc, si cette personne-là me démontre une amélioration très favorable de ses symptômes avec des stratégies qui sont mises en place pour favoriser l'absorption de son pied, c'est-à-dire que je suis en train, entre guillemets, de la convertir à un contact, une attaque de pied qui va être mi-pied ou avant-pied, oui, on pourrait considérer faire une transition très lente vers... Très lente, oui. Comme ça. C'est ça. Donc, totalement d'accord, oui. Puis on a parlé de performance, je vais parler un peu plus de ce volet-là parce que, aussi, il faut prendre en compte que au niveau de la performance, là, oui, ça va être plus léger, il va peut-être avoir des avantages, mais il y a beaucoup d'autres facteurs qui vont beaucoup plus influencer la performance avant les chaussures. Je ne commencerai pas à faire l'ordre de qu'est-ce qui est important à modifier avant ou quoi que ce soit, mais c'est peut-être pas nécessairement le facteur le plus important au niveau de la performance. Plus que si on ajoute des risques, on envoie du monde chez vous, fait que des risques, il y a plus de blessures. Là, il faut faire le ratio là, entre qu'est-ce qui vaut vraiment pour la performance ou à l'inverse, qu'est-ce qui peut être négatif pour le corps, puis pour les risques de blessures. Puis ça, c'est super important. Là. Puis moi, j'avais un de mes collègues avec qui j'ai travaillé avant, il a fait une transition là, de chaussures, on va dire, traditionnelles, là, avec semelle plus épaisse. Puis avec un dénivelé aussi là, plus grand, jusqu'à des chaussures minimalistes. Puis il a fait la transition, je pense, sur 2 ans ou sur 1 an, là, juste. Puis, ça a fonctionné, mais comme il a dit, il a fait vraiment pas du essai-erreur, oui, du essai-erreur, dans le sens que là, il a acheté plusieurs types de chaussures avec un dénivelé différent. Puis progressivement, il a diminué son dénivelé jusqu'au minimaliste. Fait que quand je parle de dénivelé, là, juste pour prendre une chaussure, c'est le dénivelé entre l'arrière de la chaussure puis le devant de la chaussure là, qui est super important. Fait qu'il a fait ça sur une longue période. Puis ça a fini par être correct. Lui, c'était un de ses objectifs, mais comme je l'ai mentionné, ça a été long. Là, il l'a fait sur longtemps. Puis peut-être après ça, là, il a vu, je pense qu'il avait vu des impacts subjectifs là, sur ses performances, mais ça avait été long là, de faire le changement. Là. OK, puis il ne s'est pas exposé à trop de blessures dans son processus, il était chanceux ou... Je ne sais pas s'il a été chanceux, mais ça a été vraiment long. Là. Disons, de partir, exemple, d'une chaussure de 8 mm de dénivelé jusqu'à 6, ça pouvait y prendre 3, 4, 5 mois. Puis, il faisait vraiment avec des périodes, disons qu'il faisait une course par semaine avec sa nouvelle paire de chaussures. Puis après ça, il revenait à son ancienne paire jusqu'au temps d'arriver au minimaliste sur, par exemple, 1 an et demi ou 2 ans. Là, je ne me souviens plus exactement du temps. Puis non, il y avait pas de blessure majeure. Là, pas de blessure majeure. Ça revient. Ce que tu dis là, ça revient à quelques mots-clés, là, en réalité. Là, ça revient à être patient. Ouais. Ça revient à se dire pourquoi je suis en train de le faire. Puis aussi, moi, je vois un aspect il faut écouter son corps aussi. Ouais. Donc, si tu écoutes ton corps dans le processus, il n'y a aucun problème. J'en ai parlé la semaine dernière. Puis, toutes les transitions, puis s'assurer qu'on respecte les symptômes. Le corps va s'adapter. Il n'y a aucun problème. Puis là, on a cet objectif-là. Si tu le fais parce que tu penses qu'il faut que tu le fasses, parce que tu as vu quelqu'un qui l'a fait, très mauvaise réponse à mes yeux. Puis, surtout si tu es en train d'avoir des symptômes puis tu t'acharnes à vouloir continuer à aller vers ça.
Puis il faut se poser aussi, je pense, des questions avant de faire le move, pourquoi qu'on le fait, comme tu viens de le mentionner. Fait que, tu sais, oui, le faire, mais tu sais, c'est quel objectif que j'ai en allant vers le minimalisme. Puis, est-ce que je le fais parce que, comme on a mentionné la semaine passée, puis comme tu viens de mentionner, parce que j'ai vu quelqu'un de faire ça. Je pense qu'en général, surtout au niveau de l'activité physique, du sport, des blessures, prévention de blessures, c'est rarement une bonne suggestion là, de dire qu'on lui il est meilleur que moi, il utilise du minimalisme, ça veut dire que moi, il faut absolument que j'utilise du minimalisme. Ouais, je veux pas donner aussi l'impression que je suis un trouble-fête avec ce soulier-là. Non, moi non plus. Ouais. J'ai des gens, je vais y aller avec les témoignages complètement inverses. J'ai des gens il y avait des vieilles histoires de périostite très vieilles qui m'ont dit quand j'ai mis ça dans mes pieds, puis qui ont fait le processus d'adaptation, bien entendu, pour y parvenir, et tu m'enlèveras plus jamais ça de mes pieds. Il me qualifie qu'il court mieux, court plus vite, court avec beaucoup moins de douleur. Ben là, ça, on s'entend que c'est un franc succès sur toute la ligne. Puis je voulais aussi ajouter une petite affaire, c'est que la façon de la reconnaître, quand même très facile, ultra léger, ça plie de tous les côtés, il n'y a pas vraiment de support d'arche, c'est uniquement fait pour recouvrir ton pied en réalité. C'est pour protéger ton pied des coupures, des lacérations. Si on avait un environnement parfait en dessous de notre pied, puis qu'il n'y avait aucun risque de se rentrer un petit caillou ou un clou dans notre pied, ou une vitre, ben là, on irait complètement pieds nus. C'est l'équivalent, ou presque, à toute fin pratique. Exact. Totalement d'accord avec toi. Moi, je suis exactement du même avis là, que toi. Je pense qu'il faut y aller avec son jugement. Puis, moi non plus, je n'irais pas à proscrire là, les minimalistes. C'est vraiment, je pense que le mot d'ordre, une fois de plus, c'est peut-être plate comme réponse, mais c'est progression, d'y aller progressif. Comme on a déjà discuté là, pour les autres sujets la semaine passée avec la course. Puis comme on pourra probablement discuter là, au niveau des sujets là, suivants qu'on va avoir. Fait que. Ouais, je suis totalement d'accord avec ça. Oui, puis pour, excuse-moi, juste... Oui, vas-y. Là, à l'inverse, ben là, parce qu'il faut que je vous explique les risques auxquels vous exposez si vous allez trop vite, de façon trop enthousiaste vers ce genre de soulier-là, puis que vous n'écoutez pas vos symptômes. Ben là, les risques principaux sont les douleurs au niveau de la plante du pied, communément appelée fasciite plantaire. Et puis, on a aussi les bonnes vieilles tendinites du tendon d'Achille. Ça, c'est assez commun parce que, bien entendu, le mollet va travailler beaucoup plus fort là, avec un contact avant-pied puis mi-pied, autrement dit. Oui, super. Est-ce que tu verrais le même genre de... Ben ça arrive peut-être moins souvent, le même genre de difficulté entre quelqu'un qui passe, exemple, du minimalisme à une chaussure avec une semelle avec un dénivelé plus grand? Est-ce que ça serait quoi ta vision des choses par rapport à ça? Oui, ben en fait, moi, je te dirais que je suis probablement, encore une fois, biaisé à propos de ce genre de questions-là à cause de mon échantillonnage de patients blessés, mais en même temps, c'est quand même très rare dans notre société nord-américaine de personnes qui ont toujours porté des souliers que je trouve quelqu'un qui court avec ça depuis qu'il est jeune. Fait que moi, de mes propres yeux, j'ai pas vu vraiment quelqu'un là, qui ça faisait 20 ans qu'il courait avec ça encore. On n'a pas assez de recul, je pense, là, pour en avoir un, ça fait longtemps. Par contre, la plupart du temps, moi, ce que j'observe, puis quand je suis rendu au point de lui conseiller une autre espadrille, c'est que la plupart du temps, je suis rendu à l'étape de dire « Ouais, je pense qu'il y a des bonnes chances que tu améliores tes symptômes si tu considères l'autre option à partir de mon analyse. » Puis la plupart du temps, la majorité du temps, ce que j'observe, c'est qu'une personne qui passe, qui a fait une erreur, des erreurs que j'ai mentionnées précédemment en ayant ce soulier-là, puis que les blessures que je dis, ben là, il va porter une chaussure un petit peu plus traditionnelle pour reposer son arche plantaire, reposer ses tendons d'Achille, tout ça. Puis là, après ça, ben oui, il y a une bonne amélioration des symptômes. Donc, non, je vois pas de mes propres yeux quelqu'un qui développe des gros problèmes quand je le fais changer de chaussure. Par contre, le bémol qu'il faut que je te mette, bien entendu, dans mon analyse, c'est que moi, j'ai la personne symptomatique en avant de mes yeux, puis je lui offre une recommandation qui va faire en sorte que là, on va améliorer sa situation ou la changer. Ouais, super. Fait qu'une fois de plus, c'est d'y aller avec le gros bon sens, là, puis la logique aussi en arrière. Il faut faire attention, comme tu l'as dit aussi, d'écouter son corps. Là, je pense que c'est super important. On a une question. Je pense que c'est une question qui peut intéresser beaucoup de personnes. Prix et quoi y a-t-il de meilleur comme modèle?
Ah oui, très bonne question, René Duguay. Yes, je te Ouais. salue parce que, en fait, c'est une question que j'ai très souvent, puis Mhm. probablement que toi aussi. Ouais. Les gens, moi, je suis surpris de voir à quel point les gens ils pensent que plus que tu mets d'argent dans ton espadrille, moins tu as de chances de te blesser. Effectivement. Moi, personnellement, s'il y a une corrélation entre les deux, j'en vois pas beaucoup de lien là, entre le prix et la chance de te blesser. Parce que en réalité, c'est vraiment les caractéristiques de ton soulier de course. Un coup, tu sais qu'est-ce que tu achètes, dans quelle catégorie tu vas te situer. Moi, j'ai déjà personnellement payé, je ne veux pas passer pour quelqu'un qui est gratteux, mais je dirais que, écoute, des fois, c'est du 100$ pile. Tu sais, ça peut aller, oui, à 125, à 150, à 200, mais je m'en tire souvent à très bon prix. Il n'y a aucun risque. Ben non, ben, hey, je vais être bien honnête avec toi. Moi, je suis gratteux dans ce cas-là parce que je paye jamais pratiquement en haut de 115$. Puis 115$, c'est parce que je trouve probablement plus la chaussure belle que pour ses qualités en tant que telles là, de performance ou de prévention de blessures. Là. Puis, perso, pour avoir déjà acheté une ou deux paires de chaussures plus chères, je vois pas, là, pour vrai, personnellement, je vois pas la grande différence. Puis, même au niveau de la performance, OK, peut-être qu'on va gagner un peu au niveau du poids de la chaussure. Mais comme je le dis, avant de me rendre là, il faudrait que je prenne vraiment un athlète là, de haut niveau, que là, il veut battre ses records personnels, puis qui est comme au bout là, de ses performances, puis qui veut gagner, exemple, sur, je sais pas, disons un 5 km, qui veut gagner quelques secondes. Là, on pourrait peut-être envisager d'acheter une chaussure là, de plus haute qualité. Même à ça, c'est pas nécessairement ce qui me vient en tête en premier. Là. Oui, j'ajouterais peut-être au niveau de la durabilité. Encore là, je ne suis pas capable de le dire vraiment moi-même. À première vue, je ne vois pas de grosse différence. Puis aussi, je vois à peu près toutes les possibilités dans ma clinique. Je vois des gens déçus d'avoir acheté des souliers à 225$. Puis j'en vois qui ont ce genre de souliers-là aussi, puis qui vont me dire ah oui, je veux plus courir avec rien, c'est le 225$ le mieux investi de ma vie. Donc, tout ça pour dire, la conclusion sur le prix, pour finir à la réponse. Puis M. Duguay, vous pouvez me dire là, si ça vous satisfait comme réponse, mais je dirais qu'il y a à peu près absolument aucun lien entre le prix puis ton risque de blessure. Ouais, je suis content qu'on parle de ça. Puis évidemment, là, c'est c'est notre opinion aussi, là, mais je suis content qu'on en parle de ça parce que souvent, je crois que c'est un mythe, là, le fait de payer super cher, surtout quand on fait ça de manière récréative. Même si on fait de la performance, entre guillemets, qu'on s'inscrit à des courses, je pense, dépensez pas votre argent. Ben, du moins, essayez de minimiser votre dépense pour ça, puis peut-être investir dans d'autres choses, d'autres trucs qui peuvent être super intéressants, là, comme exemple, acheter du linge de qualité pour exemple quand il fait plus froid ou bien plus chaud, pour quand on parle de sudation, ben, que ce soit pour mieux gérer la sudation, etc. Fait que non, je suis content qu'on parle de ça. Évidemment, là, c'est notre opinion, c'est une opinion personnelle aussi, là, mais Ouais, je serais curieux de voir aussi si il y a. Moi, j'en ai pas vu passer. Peut-être qu'il y en a. Puis les gens, peut-être, qui pourraient nous informer à ce sujet-là, si vous le savez. Est-ce qu'il y a des études scientifiques indépendantes qui ont regardé vraiment la corrélation entre le prix et les risques de blessure? Je ne sais pas. Moi, j'ai jamais rien vu à ce sujet-là. Merci pour la précision parce que études indépendantes, je pense, dans ce cas-là, c'est extrêmement important parce qu'on sait souvent que les études sont financées par exemple, on nommera pas de compagnie, mais par la compagnie en tant que telle qui fait une étude sur sa chaussure. Fait que ça se pourrait que ce soit positif en faveur de la chaussure. Ça se pourrait très bien. Je vous laisse en déduire par vous-même. Ouais, c'est ça. Good. Ouais, vas-y, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Je sais pas si tu voulais parler de la. J'ai une chaussure un peu plus traditionnelle avec moi. Exact, c'est là que je m'en allais, oui. Parfait. Ben, je peux vous montrer un peu les caractéristiques. Chaussures traditionnelles, encore une fois, chez des gens qui vont avoir généralement tendance à avoir des blessures aux pieds, puis bon, tendons d'Achille, etc. Bien entendu, la plupart du temps, ça va passer aussi par
essayer la chaussure. Moi, la fois que j'ai vraiment déterminé dans ma vie, bon, de quoi j'ai besoin, moi, ça me prend un magasin où est-ce que je peux dire, OK, je peux-tu prendre tes chaussures, courir avec, revenir t'es porter dans 3-4 minutes. C'est vraiment important pour moi. Ça a été vraiment important parce que là, maintenant, je sais de quoi j'ai besoin. Parce que d'une chaussure à l'autre, j'ai été vraiment impressionné de constater à quel point il y en a une, j'ai vraiment un inconfort tout de suite dans mes tibias. Ça fait même pas 3 minutes que je cours. L'autre espadrille à côté, là, c'est l'intérieur de mes genoux. Ça me fait vraiment mal. C'est quoi qui se passe là? Je me comprends plus. Puis après ça, là, je rentre dans celle-là. Ah, parfait. Là, je me sens vraiment dans mes pantoufles, comme on dit. Puis c'est comme ça que ça se fait, la sélection de souliers aussi. C'est la meilleure chaussure à la fin de la journée, ben, la meilleure chaussure de course, c'est sans égard au prix. C'est celle-là que vous allez être confortable dedans. Fait que ça, c'est la recommandation numéro 1. Puis moi, ce que j'adore aussi avec des clients faire comme expérience, je vais regarder, oui, la biomécanique, est-ce qu'ils ont, oui, un affaissement du pied, tout ça. Encore là, il faut vraiment faire attention à ces détails-là. Il y a du monde que le pied leur affaisse, mais c'est tout simplement leur stratégie à eux autres pour bien absorber le choc. Donc, on corrige ça, puis ils s'aperçoivent, OK, mon modèle théorique voulait corriger ça, mais je pense que c'est vraiment pas une bonne idée avec ce que j'entends de ce que tu me dis au niveau de tes symptômes. Fait que, laissez-vous pas juste de regarder la biomécanique. Biomécanique, je veux dire, est-ce que le pied s'écrase, est-ce que le pied reste droit, etc. Regardez la biomécanique à elle seule. Ce ne sera pas le seul critère décisionnel. Il faut vraiment accumuler, c'est comme une enquête, accumuler des preuves. Puis c'est à la fin de toute cette analyse-là qu'on va être capable de choisir ce qu'on a besoin. Moi, ce que j'aime bien, en fait, c'est de combiner, oui, OK, bon, comment se comporte mon pied quand je cours? Biomécanique, un élément parmi tant d'autres. Après ça, je m'envoie les essayer, comme je disais précédemment, au niveau du confort. Puis après ça, ben, je vais regarder aussi, excuse-moi, j'ai un petit blanc au niveau de ma troisième idée. En fait, c'est ça, on va juste lire les questions, excusez-moi, ça me distrait. Ouais, non, pas de trouble. Ouais, il y avait du monde qui me dit, hey, en passant, gang, si vous avez des questions, gênez-vous pas. On a déjà eu une question. Puis salut à tout le monde là, qui nous dit salut aussi là, par la bande. Ouais, non, c'est ça. Pour retourner là, avec les chaussures. Là, ben, ouais, vas-y, t'as trouvé ton point, en fait. Ben, c'est... Non, moi, ce que je rajouterais, en fait, là, c'est que oui, puis là, comme tu as dit, là, je pense que le plus important, c'est d'essayer les chaussures. Puis aussi, tu sais, de ne pas se gêner aussi pour en essayer plusieurs quand vous allez en acheter. Souvent, je vois du monde arriver, puis ils vont essayer une paire de chaussures, puis je sais pas si c'est pour ne pas vouloir déranger, peut-être par aussi que la chaussure fait juste le travail, mais de ne pas avoir peur là, de prendre, tu sais, quand on va acheter des chaussures, c'est important de prendre son temps. Alors, surtout quand on parle des chaussures de course, j'aurais tendance à dire aussi même des chaussures de travail, là, surtout si on les porte 8 heures par jour et qu'on est debout. Là. Je reviens, je vais enchaîner, j'ai mon troisième point. C'était mon but de te donner ton troisième point. Je l'ai eu. Mon troisième point, c'est que en fait, je fais un test dans le magasin avec ma chaussure. Puis ça, c'est valide même pour des patins de hockey. Tout ce que je peux porter dans mes pieds, en réalité, je fais mon équilibre sur une jambe. Ou le demi-squat sur une jambe. Un test vraiment qui va aller chercher, on va parler du squat plus tard, mais il va aller chercher notre équilibre. Si je vois clairement que je suis en train de me battre contre ma chaussure, c'est plus facile avec ma vieille chaussure versus c'est plus facile aussi quand je suis pieds nus pour faire mon test d'équilibre. Là, je suis en train de me dire que c'est une chaussure qui, fort probablement, va être contre-productive. Donc, je la mets en perspective avec tout le reste de mon analyse que je vous dis précédemment, mon enquête. Mais l'équilibre sur une jambe, le squat sur une jambe, très gros facteur pour déterminer si la chaussure est efficace pour nous ou pas du tout. Puis si on fait, avec ce que tu viens de dire, si on fait un lien là, avec la course qui est toujours sur une jambe ou pratiquement toujours sur une jambe, fait que oui, là, je suis d'accord, c'est une excellente façon. Fait que, tu sais, là, son résumé, ça pourrait être en premier d'essayer le squat sur une jambe, fait que, ou l'équilibre sur une jambe, puis par la suite aussi, aller essayer la chaussure à la course, si possible. Là, idéalement, je pense que c'est vraiment incontournable. Puis si la personne,
semble qualifié aussi pour essayer de conseiller, ça peut être un plus aussi. Là. Exactement, c'est en plein ça. Pendant qu'on fait notre course puis qu'on juge des symptômes qu'on a ou non avec, de notre niveau de confort, ben là, on peut avoir quelqu'un qui va nous regarder les yeux au niveau du sol pour nous dire, OK, la biomécanique a l'air de quoi? Donc, à partir de ces 3 éléments-là, j'ai l'impression qu'on est capable de faire un très bon bout de chemin et s'assurer qu'on achète quelque chose d'adéquat. Puis je le répète, toute cette démarche-là, la première fois de ma vie que je l'ai faite pour vrai, ça m'a pris 1 heure. Mais c'est l'heure probablement la mieux investie des dernières années. Puis, non, c'est ça. Ah ouais, puis comme je l'ai mentionné tantôt, je tiens à le répéter, il faut prendre notre temps, faut se prendre au pire un après-midi ou, comme on a dit, 1 ou 2 heures. Allez pas vous acheter des chaussures de manière rapide à 15 minutes là, à cause qu'il y a un rabais chez Sport Expert ou quoi que ce soit. Là. Prenez le temps, puis essayez des trucs. Puis j'avais une autre question qui me vient en tête. Puis je pourrais y répondre aussi après. Là. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui disait « Ah, j'ai des petits inconforts, mais il faut casser la chaussure. » Le fameux classique là, la chaussure va se transformer à notre pied. Qu'est-ce que tu aurais à répondre à ce commentaire-là ou interrogation? Ouais, c'est une bonne question. Moi, je dis que c'est possible, mais par contre, si je me fais répondre ça par le vendeur, moi, ma prochaine question, c'est est-ce que tu me permets de te les ramener si ça ne fonctionne pas cette semaine? OK? c'est possible, mais moi, je pense que justement, il ne faut pas essayer comment dire, faut pas essayer de rendre quelque chose confortable, quelque chose qui n'est pas prédestiné à être confortable pantoute pour vous. Là. Des fois, il y a des arguments de vente, puis oui, il faut garder en tête qu'il y a certains vendeurs, des fois, qui sont pressés de nous voir sortir du magasin et d'accueillir un autre client. Donc, oui, essaye ça, ça va aller mieux dans 2-3 jours, c'est normal. Mais si ce n'est pas le cas, ben acharnez-vous pas, bien entendu. Mais moi, personnellement, la majorité du temps, quand j'essaie le soulier que j'ai besoin, comme je vous dis, comparé aux autres que j'essaie dans l'heure que je les essaie, là, je réalise, ah ouais, c'est clairement celle-là que j'ai besoin. Puis un autre petit conseil, peut-être un 4e élément, moi, j'adore conseiller les clients. Quand vous ressentez en ce moment votre inconfort à la course, là, vous dites, oh, OK, ouais, là, j'ai essayé tous les principes, puis là, j'ai mon inconfort. Ça serait probablement un petit indicateur aussi pour dire peut-être que je suis dû pour changer d'espadrille de course. Donc là, ça ne pourra jamais être un meilleur moment que ça parce que là, vous avez un signal de votre corps qui est en train de vous dire je suis en train de vivre un inconfort. Donc, essayez différentes paires de souliers pour voir si vous ne pourriez pas avoir un impact positif par rapport à cet inconfort-là. Vous allez avoir la meilleure réponse possible. C'est excellent que tu parles de ça, parce que là, ça me fait. J'ai plein d'interrogations. Je pense qu'on va juste parler des chaussures aujourd'hui. Non, aussi, là, souvent, quelque chose qu'on entend. Puis pour le point là, qu'on vient de mentionner, donc casser la chaussure, je suis totalement d'accord avec toi. Qu'on aille acheter une paire de chaussures, des patins, des bottes pour aller en randonnée. Je pense que si tu n'es pas confortable au début, il y a des bonnes chances que tu ne le sois pas à long terme. Puis, tu sais, c'est comme, on dirait une fausse rumeur un peu, là, le fait de casser la chaussure. Peut-être qu'elle va plus s'adapter à notre pied, mais ça part très mal. Là. Quand quelque chose te fait déjà mal au départ ou tu es inconfortable, je pense pas que c'est une chose gagnante. Autre chose, souvent, une question qui arrive souvent, combien de temps je dois garder ma chaussure? Oui, très bonne question. Ça me fait sourire. Aussi. Très souvent. Puis moi-même, à mes débuts, quand j'étais jeune physiothérapeute militaire à Valcartier, puis à Valcartier, l'armée de terre, là, ça court, c'est incroyable. C'est des courses de 5-10 km, parfois 2-3 fois semaine. Fait que bon, ça court, puis on évalue du coureur, pas à peu près. Puis là, moi, je me questionnais. Puis là, ce qui m'a mis un petit peu la cloche à l'oreille, c'est les gens tu sais, même des collègues ou je demandais à du monde qui s'y connaissait en course à pied. Puis là, je m'apercevais que j'avais jamais la même réponse à cette question-là. Fait que là, je me suis dit, bon, tant minute, là, tu sais, visiblement, on n'a pas de consensus parce que ces gens-là sont tous crédibles à mes yeux. Ils me répondent pas la même chose. Fait que là, bon, on s'entend que il y a du marketing, il y a un peu de science, il y a plein de choses là, qui entrent en contradiction. Donc, là, moi, ça allait n'importe où entre, OK, après
3 mois, après 6 mois, puis je parlais des marathoniens d'expérience aussi, ils me répondaient toutes leurs petites recettes à eux autres. Il y a une anecdote là-dedans aussi. Après ça, ben, il y en a qui me parlaient plus en termes de kilométrage. Il y en a qui me disaient 300, 600, puis il y en a qui disaient ça, 700, 800, puis là, bon, OK. On va aller chercher un compteur pour changer mes souliers, parce que là, bon, je vais me mettre à risque de blessure, un coup, je vais en passer tant de kilomètres. Des fois, le compteur est direct sur la chaussure. Ah oui, c'est ça. Moi, je me disais aussi, ouais, mais attends une minute, ça doit marcher un peu comme des freins, cette affaire-là. Tu sais, il y en a qui n'ont pas exactement, il y en a qui sont plus tough sur leurs freins que d'autres. Fait qu'on n'a pas toutes la même technique de course, on n'a pas tous le même poids, on ne court pas toutes ces mêmes surfaces. Fait que là, je me dis, ouais, l'argument des kilomètres n'est pas très satisfaisant pour moi. Pour finalement trouver ma réponse un beau dimanche où est-ce que je suis allé faire l'essai que je vous parle là, de 1 heure d'essai de souliers de course. J'étais allé dans une clinique où est-ce qu'il y avait un coureur d'expérience qui était en 4e, 5e année d'université, qui était lui-même coureur de longue distance pour l'équipe universitaire, là, le Rouge et Or de l'Université Laval. Fait qu'on avait eu une bonne connexion, puis d'ailleurs, c'était un étudiant en kinésiologie à ce moment-là. Puis, on a parlé beaucoup de ce sujet-là. Puis là, moi, je lui ai demandé tout bonnement quand est-ce que tu changes tes souliers, toi? Fait que là, bon, je me suis dit, ça va être une réponse personnalisée. Puis j'avais demandé cette question-là à au moins 30-40 personnes avant. Puis là, il m'a dit, puis ça peut paraître simpliste, mais c'est une des choses les plus intelligentes que j'ai entendues dans le domaine. Il m'a dit, moi, c'est facile. Je les change quand je commence à ressentir un peu mes vieux bobos. Ah, ben oui. C'est brillant. À partir de ce moment-là, j'ai arrêté de me casser la tête. J'ai conseillé les gens en conséquence. Tu sais, des fois, on a tendance à vouloir chercher la réponse là, magique, trop précise, scientifique. Mais je suis totalement d'accord avec toi. Je pense que à ce point-là, moi-même, je peux garder une paire de chaussures pendant 1 an. D'autres 2 ans. J'ai vu, il y a beaucoup de monde avec qui j'ai discuté, ils font la même chose. Ils vont vraiment y aller au feeling, dans le sens que, tu sais, comme tu viens de dire, surtout s'ils ressentent des blessures, ça va être, puis que leurs chaussures sont usées, évidemment, ils vont changer. Ou quand ils se sentiront plus confortables avec la chaussure pendant la course. Il y en a d'autres aussi que, puis tu sais, dans le même dans le même sens, il y en a qui vont garder leurs chaussures très longtemps, là, puis ils font beaucoup de millage avec la chaussure, puis ils n'ont pas plus de blessures, ils n'ont pas une diminution de performance qu'on pourrait croire. Un autre point que j'aimerais amener, là, puis je ne veux pas prêter de mauvaises intentions à personne, mais on s'entend qu'il y a un gros principe de marketing dans notre société en général, puis encore plus avec les chaussures. C'est incroyable, des paires de chaussures, il y en a je ne sais pas quelle quantité, mais c'est sans fin. Autant pour la course que pour le basket, que pour travail de bureau. Fait que, tu sais, quand faut garder un sens critique, je pense, quand on prend des décisions, puis s'informer un minimum, c'est super important, puis pas tomber dans le panneau aussi du « je me fais vendre quelque chose ». À moins que ça te tente vraiment de t'acheter une paire de chaussures, là, rendu là, ça t'appartient, là, mais... Tout à fait d'accord. Puis j'ajouterais, pour étoffer encore plus ma réponse sur quand est-ce que je change mon soulier de course, j'irais simplement avec les mêmes critères qu'à l'achat en réalité. C'est mon confort, ma biomécanique, et puis là, tu le disais, si tu sens que tu cours un peu différemment d'habitude, tu n'as pas un bon feeling, puis mon équilibre sur une jambe, mon demi-squat sur une jambe. Donc, si tu t'aperçois que ta chaussure elle n'a plus les mêmes caractéristiques qu'au début quand tu t'es bien senti au magasin la première fois, puis que, en fait, tu es en train de te battre contre elle pour garder l'équilibre ou courir en ligne droite, il y a des bonnes chances que tu sois pour changer ton espadrille, surtout si tu as de la douleur. Puis pour revenir au marketing, oui, omniprésent dans le monde du soulier de course. Moi, ce qui m'a fait bien rire dans les 5-10 dernières années, quand la chaussure minimaliste a percé sur le marché, puis là, vraiment, là, il y avait des ventes. Eux, leur argument, c'est qu'ils disaient que beaucoup, les méchants fabricants de souliers avec talons épais puis semelles épaisses, eux autres, leur but, c'était de nous assurer qu'on rentrait bien fort dans le talon, qu'on soit dépendant de ça. Puis là, que le talon soit foncé, puis là, qu'on change plus rapidement de soulier de course. OK? Bon, ça, c'est correct. Là, moi, je comprenais ce principe-là, qui faisait un certain sens, jusqu'à temps que je vois que leur recommandation, ces compagnies-là,
c'était de proposer de faire une transition bien lente là, de ce gros soulier-là à celui-là, en passant par, mettons, 6 à 7 paires de souliers, comme tu l'as mentionné précédemment, sur une période de 2 ans. Donc, je ne sais pas combien ça a coûté acheter 6-7 paires de souliers en 2 ans versus défoncer mon gros talon de la méchante compagnie. À la fin de la journée, les deux compagnies essayent de se faire de l'argent parce que c'est un système capitaliste et les compagnies sont faites pour avoir du profit. Exact. Ah ouais, c'est super intéressant. Puis, c'est ça. Je pense que le mot d'ordre, ce serait faire attention de ne pas tomber dans le panneau du marketing. Je pense qu'il y a quand même beaucoup, exemple, des vendeurs. Je ne veux pas porter de mauvaises intentions. Il y a beaucoup de vendeurs qui ont juste des bonnes intentions, qui veulent vraiment te conseiller du mieux. Je pense que c'est la majorité même. Mais tu sais, quand même, garder en tête qu'il y a du monde, puis quelqu'un ou une compagnie qui essaie de te vendre quelque chose. Fait que, essayer d'être critique, c'est mon mot que je vais utiliser à nouveau, d'être critique quand on s'en va acheter une paire de chaussures. On a une autre question. Est-ce qu'il y a des risques de blessure si j'utilise mes souliers de course lors de mes entraînements d'unité ou de sport ou d'entraînement? En fait, est-ce qu'il y a des risques de blessure si j'utilise ma chaussure pendant mes entraînements, les mêmes chaussures que ceux à la course? Ça serait quoi? Ça, je vais te laisser répondre. C'est ton domaine. Excellente les blessures. Oui, c'est une excellente question, j'adore ça. Merci Zoé, qui est notre collègue. Je te salue. En fait, la réponse est définitivement oui. Puis ce que je dis, bon, je redis le même principe que l'autre jour. Imaginons un tirage. Dans la boîte, ce qui a gagné dans le tirage, c'est une blessure. Si tu n'utilises pas les principes de base, ça se peut que tu ne sois pas pigé. Ça se peut que tu n'aies pas de blessure. Ça se peut que ça fasse 20 ans que tu fasses tes sports stop and go avec une bonne vieille espadrille de jogging. J'en ai même vu qui faisaient tout avec ça. OK? Qui n'ont jamais eu de problème. Une chose est sûre, c'est que l'espadrille, puis là, ça tombe bien, j'en ai une dans mes pieds, une espadrille qui est plus de court, ça, c'est une espadrille de tennis. OK? L'espadrille de tennis, il y en a du stock là-dessus. OK? C'est vraiment, premièrement, à l'arrière-pied, extrêmement solide. OK? Par contre, elle te permet de, comme ton son un petit peu, c'est dans le sens inverse, elle te permet de bouger juste ce que tu as besoin pour faire tes déplacements latéraux au tennis. Mais par contre, tout ce qui est autour de ton talon, extrêmement rigide. Ça, j'adore ça quand je joue au tennis parce que là, je vais chercher cette stabilité. Puis cette stabilité-là peut me permettre de repousser dans l'autre direction. Donc, bien entendu, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais vous n'avez jamais vu de Rafael Nadal porter ça dans ses pieds ou Roger Federer. Bon, fait que ça, on a déjà pas mal notre réponse, même si, bon, ce qui se passe dans le pro est commandité, puis on n'a pas toujours la vérité absolue sur tout. Mais je vous dirais que vraiment, des chaussures de sport stop and go vont souvent être sur le principe d'avoir une très grosse rigidité à l'arrière-pied. Puis, on a aussi au niveau de l'arche, est-ce que je suis du bon côté? Oui, au niveau de l'arche, ça va plier uniquement au gros orteil parce que le gros orteil, lui, il faut qu'il soit un tremplin pour notre pied. On en a besoin beaucoup pour propulser. Mais par contre, quand j'arrive à l'arche ici, je ne suis pas capable de tordre ça dans toutes les directions. Il y a vraiment une bonne rigidité en torsion. Exact. Puis, il y a une époque où ça montait très haut, mais là, ils sont capables de les faire bas puis très performantes au niveau de l'arrière-pied en rigidité. À l'inverse de la chaussure de course qui doit être, elle, très molle, très souple pour justement se modeler au mouvement du pied là, pendant la course. Là, le mouvement du pied n'est pas linéaire, mais il va y avoir une diagonale aussi là, dans le mouvement du pied. Fait que pendant la course, là, on ne rentre pas nécessairement dans les détails là, techniques, mais c'est ça qui est à comprendre, c'est que la course, il faut qu'il y ait une souplesse, comme tu es en train de nous le montrer, autant là, vers l'avant, vers l'arrière qu'en torsion, parce qu'il va y avoir une torsion là, du pied là, pendant la course. Fait que c'est super important. Généralement, celles qui offrent le plus de support d'arche je vais être capable quand même de les tordre comme ça, mais je ne serais pas capable de les tordre comme ça beaucoup au magasin. Fait que ça, c'est un bon test à faire au magasin pour voir si ça correspond à ce que vous avez d'habitude. Moi, je fais souvent une vérification, disons, en 3 points, même pour les chaussures de mon enfant. Comme ça, va plier au niveau du gros orteil. Je suis pas trop capable d'applier comme ça. Puis ça, c'est pour mon type de pied puis tous les critères que je vous ai mentionnés précédemment. Parce que j'ai des pieds difficiles, je me blesse souvent aux pieds. Puis l'arrière-pied,
J'ai quand même un bon support là, à l'arrière-pied, la rigidité en torsion, pas trop au rendez-vous. Fait que, être au rendez-vous, c'est ça que je veux dire, versus l'espadrille qui va être minimaliste, ben là, mon pied va tourner dans tous les sens. Puis c'est là qu'il va travailler, bien entendu, plus fort. De là l'importance de faire une progression quand on passe d'un soulier là, avec semelle épaisse jusqu'à, du moins, on va dire traditionnel, jusqu'à minimaliste, parce que le pied doit s'adapter, pas juste le pied, l'ensemble du corps, mais en particulier, le pied doit s'adapter, ça doit s'adapter à la chaussure, puis aux impacts aussi qui sont différents. Puis pour revenir à la question, pour être sûr qu'on répond adéquatement, c'est que qu'est-ce qui arrive si tu portes ton espadrille de course pendant que tu fais des sports stop and go, déplacements latéraux? Qu'est-ce que tu risques au niveau des blessures? Ben, c'est simple, ça va être une entorse de cheville puis une entorse de genou la plupart du temps. Donc, c'est bien sûr, là, ton déplacement latéral va être beaucoup moins stabilisé par ta chaussure. Puis il y en a là, dans un sport stop and go des déplacements latéraux, on s'entend là-dessus. Puis c'est des sports à haut risque pour entorse de cheville et entorse de genou. Oui, exactement. Je pense que ça va faire le tour. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Je vais juste faire un résumé rapide après, là, mais est-ce que tu as quelque chose à rajouter à propos des chaussures? Est-ce qu'il y en a qui ont des questions aussi? Oui, ça j'allais dire. À moins qu'il y ait d'autres questions, j'ai l'impression qu'on a pas mal couvert beaucoup d'aspects intéressants là, sur les questions que je réponds habituellement au niveau des espadrilles de course. Puis ça me fait toujours plaisir d'en parler. J'en parle sur une base très régulière. Oui, super intéressant. Moi aussi, j'adorais ça. J'adorais ça qu'on discute aussi de ça, là, parce que c'est très fréquent. Puis la course, c'est toujours... il y a beaucoup de monde qui vient nous voir pour la course, fait que c'est super intéressant. Donc, en résumé, au niveau du prix, il n'y a pas vraiment d'impact, je pense, dans ce qu'on est convenu, là, c'est que le prix n'est pas nécessairement le critère majeur d'une sélection de chaussures. Ça ne fera pas une énorme différence entre un prix très élevé et un prix, on va dire, plus bas. Ensuite, tester la chaussure. Je vais faire ma transition vers notre prochain sujet, le squat. Vous pouvez tester le squat à une jambe, tester la chaussure avec un squat à une jambe, plus tester la chaussure à la course au magasin avant d'acheter la chaussure. Puis le confort, je pense que c'est évident. On achète quelque chose, si tu as déjà mal, si tu as déjà des douleurs, c'est pas la meilleure chaussure pour vous, d'après moi. Là. Fait que ça fait le tour. T'auras-tu de quoi rajouter là, pour les petits points les critères là, d'évaluation pour une chaussure de course? Bon, j'ajouterais peut-être au final que si on décide de changer, si on prend la décision de changer de modèle de chaussures de course, bien entendu, là, il faut de la patience, encore une fois. Donc, au principe que je disais précédemment, c'est qu'il ne faut pas penser qu'on va faire la même vitesse de course, les mêmes distances, les mêmes pentes, les mêmes inclinaisons. Donc, il faut se sous-estimer énormément les premières fois qu'on essaye une chaussure de course. Surtout, en plus, le combo idéal, là, c'est au printemps. Imagine-toi le cocktail. J'ai pas couru de l'hiver, j'ai des souliers neufs, puis je cours trop vite pour ce que je devrais courir en ce moment. Puis je cours trop longtemps parce que là, j'ai fait du cardio tout l'hiver sur d'autres sports. Puis là, je suis complètement en feu. Fait que là, je me mets incroyablement à risque d'aboutir dans une clinique de physiothérapie dans le prochain mois. Oui, effectivement. Fait que, good. Donc, en lien, on va passer à notre prochain sujet. On a parlé tantôt là, du squat à une jambe pour tester nos chaussures. Fait qu'on va commencer en parlant du squat. Mouvement classique où je travaille, où les kinésiologues travaillent. On voit beaucoup de monde faire du squat. On voit beaucoup de monde lever beaucoup de charges ou tout simplement faire beaucoup de répétitions. J'aimerais savoir, toi, avec le squat, je vais enchaîner. Ce serait quoi tes recommandations? Ce serait quoi peut-être le type de blessure que tu vois par rapport à l'exercice? En fait, blessure de squat, ça va souvent être des problèmes au niveau du genou, rotule, parfois hanche au niveau de l'aine. Puis on a aussi le côté de la hanche. Là. Il y en a un qui me parlait de bursite la semaine dernière au niveau de la hanche. Là. C'est des choses qu'on va voir souvent, là, quelqu'un qui fait un combo de squat, puis de course à pied, puis tout ça mélangé ensemble. Des fois, il y a juste trop de dosage, trop de répétitions, mais il y a aussi des fois où est-ce que la mécanique du squat
est défaillante, puis ça, il faut travailler là-dessus. Puis encore là, ben, vous allez voir, je dis souvent qu'il n'y a pas de règle absolue. C'est pas parce que quelqu'un a écrit qu'un squat, ça se déroule exactement comme ça dans un livre qu'il faut toujours prendre ça comme du cash. Si vous êtes inconfortable de la façon qu'on vous suggère de faire un squat, ça va être moi, ça va être Marc-André. Assurez-vous de nous le mentionner. Faut pas être gêné, il faut pas dire OK, il m'a dit de faire ça comme ça, il faut que je le fasse comme ça va aller mieux dans 2 semaines. Non, s'il te fait mal tout de suite, le squat, de la façon que je te propose de le faire, je veux le savoir. Parce que c'est probablement parce que toi, tu as une morphologie qui est différente des autres personnes. Donc, il faut adapter ça à ta condition, à toi. Oui, exactement. Puis, tu sais, on en a parlé là, quand on se parlait ensemble. La morphologie, la composition de la personne, sa grandeur, tu sais, comment est-ce qu'il y a des plus longues jambes, des plus petites jambes par rapport à sa grandeur, ça va faire toute une différence. Puis, on a des points généraux qui vont se prêter à une bonne partie de la population, du monde qui s'entraîne, ben, du monde qui font tout simplement qui vont utiliser le squat. On l'utilise quotidiennement, le squat. Qui vont s'appliquer à eux, mais il y a toujours des exceptions. C'est la beauté du corps humain. C'est qu'il n'y a pas de réponse définitive. C'est peut-être. En fait, heureusement, c'est une belle réponse. Ça veut dire qu'on peut adapter. Le corps humain peut s'adapter à beaucoup de choses, puis on peut adapter les exercices à pratiquement tout le monde. Fait que c'est ça qui est intéressant avec le squat. Il y a aussi beaucoup de variétés de squat. Ça, c'est un point qui me tient à cœur. Là. On a parlé tantôt de squat à une jambe, squat à 2 jambes, squat les pieds décalés, avec une charge, sans charge, sur des bossu balls, sur des disques, quoi que ce soit. C'est important de varier aussi, je crois, là, dans son type de squat. Pas de toujours faire, je vais prendre un classique qu'on soit, là, avec la barre olympique là, sur les épaules, puis juste faire du squat là, d'une façon, avec de la grosse charge, puis jamais varier. Là. Oui, puis ça revient à dire, nous autres en physio, on dit souvent, il faut que tu arrêtes de taper sur le même clou. Donc, en variant ton entraînement, si ton corps s'adapte à ces variations-là, bien entendu, il faut que tu lui laisses le temps de s'adapter. La plupart du temps, tu vas t'exposer beaucoup moins à des risques de blessure que quelqu'un qui ça fait 14 ans qui fait le squat de la même façon le lundi et le vendredi avec la même charge. Oui, d'intégrer d'autres types de types de squat, ça va même améliorer. Exemple, je vais prendre quelqu'un qui veut vraiment améliorer son squat standard là, à 2 jambes puis augmenter, exemple, ses charges ou quoi que ce soit, ou son nombre de répétitions. De faire d'autres variétés de squat au niveau de la performance ou de l'efficacité, ça va avoir un gros impact. Fait qu'exemple, si je suis capable de faire un bon squat à une jambe, on en a parlé un peu là, tantôt, Jean-François, ben, ça va avoir un impact sur ma course, mais ça va avoir un impact aussi là, sur ma capacité à lever soit des plus grosses charges, à faire plus de répétitions, sans me blesser, pendant des meilleures performances. Là, ça, la littérature le dit aussi, là, de varier au niveau de l'entraînement, même si tu n'as pas de blessure, même si ce n'est pas pour éviter une blessure, justement pour te donner des stimuli différents au corps. Moi, je suis 100% d'accord. Moi, le demi ou même le quart de squat sur une jambe est tellement important à mes yeux. C'est un gros exercice de prévention de blessures, premièrement, mais aussi la performance, parce qu'il y a des gens, justement, qui faisaient leur gros squat avec de la charge, qui me disent « Ouais, je m'améliore jamais, je ne suis pas capable d'en ajouter plus. » Bref, peu importe c'était quoi leur objectif, ils n'étaient pas capables de l'atteindre vraiment ou de le progresser comme ils voulaient. Puis il y en a, je regardais leur squat sur une jambe, c'était atroce en termes de qualité. Ils n'étaient pas capables de le faire. Il n'y avait aucun équilibre sur une jambe. Donc là, tout ce qu'on a fait au cours du prochain mois, c'est qu'on a travaillé, bon, tu vas me faire des demi-squats sur une jambe, des demi-squats sur l'autre jambe. Puis un coup que la stabilité était rendue meilleure, oups, surprenamment, ils étaient capables d'atteindre leur autre objectif qu'ils avaient sur le squat à 2 jambes. Donc, autrement dit, si on veut améliorer la force, ben, c'est pas toujours en faisant du renforcement qu'on va améliorer le nombre de la quantité de charge qu'on va mettre sur notre dos. Des fois, il faut aller travailler d'autres qualités complémentaires parce que si le corps il se sent à risque de blessure en soulevant la grosse charge, parce que là, le cerveau est en train de me dire « Oh, attends une minute, là, tes jambes sont vraiment pas stables en ce moment, je pense pas que c'est une bonne idée de lever autant. » Donc, va travailler ta stabilité. Tu vas éteindre le signal d'alarme dans ton cerveau pendant que tu vas essayer de relever la charge la prochaine fois. Ton corps va se sentir en sécurité de la faire. Oui, exactement, exactement. C'est super important. Puis, on vient aussi là, à un autre point un point général, là, c'est de varier ses entraînements. Ça, c'est super important. On voit souvent
Puis, tu sais, peut-être que tu as un objectif, que vous avez un objectif précis qui demande des qualités précises. Mais le fait de varier, exemple, faire de la souplesse, faire de la stabilité, faire de la proprioception, c'est clair qu'à, peut-être pas à court terme, mais à long terme, ça va avoir un impact sur les performances. Puis, un petit bonus qui est super important, éviter les blessures. Pensez-y si vous évitez les blessures au niveau de performance, parce que j'aime pas trop parler juste de performance, là, mais ça reste une réalité quand même. Là. Si vous évitez les blessures, vous restez à l'entraînement ou vous restez dans votre sport. Donc, vous pouvez continuer à le pratiquer, avoir du plaisir et améliorer vos capacités, quoi que ce soit. Fait puis tu sais, quand on prend l'exemple des sports, la majorité des sports, le hockey, la course, basketball qui a de la course, etc., je pourrais en nommer plusieurs. La majorité du sport se fait à une jambe. Une grande partie du sport se fait sur une jambe. Donc, nécessite une bonne stabilité et une bonne force sur une jambe. Yes. Puis, en fait, je peux enchaîner, parce qu'on avait déterminé ça dans le plan de match, je peux enchaîner avec les erreurs les plus communes que l'on voit au niveau du squat. Puis bon, autrement dit, quand quelqu'un me dit « Oh, j'ai mal pendant que je fais le squat », je fais ces correctifs-là, puis oups, soudainement, la personne a beaucoup moins de douleur ou en a plus du tout. Donc là, on s'aperçoit que c'est une correction qui est efficace pour elle. Fait que je peux vous parler de mes top corrections efficaces en carrière, puis ça se perpétue encore. Là. C'est des choses qui améliorent rapidement et régulièrement des gens qui ont des douleurs au squat. Donc, la première fausse croyance, c'est la fameuse expression avoir le dos droit. Fait que là, vous m'excuserez, je vais essayer de me placer du mieux possible, du mieux que je peux pour la caméra. Prends le temps de t'installer, JF. Tu verras si tu me vois bien, je m'exécute comme ça. Ouais, c'est bien comme ça. Puis là, la majorité des gens, ils squattent, puis là, ils gardent carrément, je vais l'exagérer, ils gardent leur dos vers l'arrière. Là, ça, en fait, l'expression garder le dos droit, ça veut juste dire, en fait, maintenir le petit creux dans le bas de mon dos, la lordose. Par contre, j'ai le droit d'incliner mon centre de masse vers l'avant, mon tronc. Ça, c'est super important parce que ça maximise l'utilisation des muscles fessiers. Parce que si je reste complètement droit, bien entendu, les fessiers ne seront pas autant impliqués, ça va aller surtaxer mes genoux. Mais c'est vraiment important de. Fait qu'autrement dit, l'erreur la plus commune que je vois, c'est on reste trop le tronc droit en se penchant vers l'avant. Ça va avoir pour effet d'aller décharger au niveau de mes genoux. Puis, parlant de genoux, quand mon genou va plier, lui, il ne faut jamais qu'il dépasse le bout de mes pieds, autrement dit. On vise une stratégie où est-ce qu'on descend les fesses. Je vais aller me mettre sur mon autre point de vue comme ça. Excusez-moi. Stratégie où est-ce qu'on... Juste avancer un pas vers l'avant, Jeff. Ouais, c'est bon. Où est-ce qu'on descend les fesses? Vous voyez, mes genoux avancent pratiquement pas. Je vois encore le bout de mes orteils. Versus une stratégie où est-ce que je suis resté complètement dos droit, puis j'ai juste avancé mes genoux. Ça, c'est à éviter. J'exagère, là, mais une stratégie où est-ce que mes genoux avancés, ça va mettre beaucoup de pression autour de mes genoux sur mes rotules. Fait que ça, c'est à éviter. Fait que la stratégie à préconiser, c'est une stratégie de descendre de fesses pour vraiment venir s'asseoir le plus possible puis avancer peu les genoux vers l'avant. Toujours voir le bout de notre soulier. Oui, puis du plan frontal aussi, j'aimerais ça que tu nous parles peut-être du positionnement des genoux là, avec les pieds. Comme ça, oui. Ouais. Parfait. Quand tu descends. L'autre affaire, je vais parler à deux jambes et à une jambe. L'erreur la plus commune aussi dans ce plan-là, quand je regarde les gens de face, c'est que le genou, là je vais avec une jambe, le genou va osciller beaucoup comme ça. Fait que le genou, lui, il ne faut pas oublier que c'est une articulation qui est conçue pour plier, déplier. Aussitôt que ça se met à bouger comme ça cause beaucoup de force de friction autour de mon articulation. Quels muscles vont contrôler le plus ce mouvement-là du genou? On parle des fessiers ici. Okay? Donc, les muscles fessiers vont être soit pas assez forts, ça ne veut pas dire c'est soit qu'ils vont être pas assez forts ou pas assez rapides à contracter. Donc, il faut faire un mélange la plupart du temps de renforcement de fessiers sur diverses machines, puis élastiques, etc. Mais il faut aussi
s'assurer qu'on fait des exercices de stabilisation sur une base régulière qui vont stimuler la vitesse de réaction de ce muscle-là. Donc, on va l'inviter à contracter très rapidement en 1 milliseconde pour qu'il puisse avoir le signal de garder mon genou bien aligné puis faire son travail de penture quand il fait le squat. Et puis, dernier détail, quand je suis au sol comme ça, sur mon plan de vue, je peux voir mes pieds. Yes. Il y a des gens qui, naturellement, vont être plus confortables avec les pieds ouverts comme ça. Il y a d'autres gens qui vont être un petit peu plus confortables avec les pieds comme ça. Il y a d'autres gens qui vont être très confortables comme ça. Donc, on peut s'apercevoir, puis ça, c'est, vous regarderez. Tu m'entends bien, Marc-André, juste pour être sûr? Oui. Puis la vue est bonne aussi. OK, parfait. Donc, juste en observant la personne au naturel pendant qu'on lui parle, ou même dans un centre d'achat, on peut s'apercevoir rapidement de quelle façon elle va pouvoir placer ses pieds pour faire le squat. Moi, dans ma clinique, j'ai souvent vu des gens aboutir avec des blessures qui se sont fait forcer entre guillemets, inciter fortement par des entraîneurs à garder les pieds comme ça. Parce qu'il y a quelqu'un quelque part qui écrit que la façon que ça se faisait un squat, c'était les pieds bien alignés, bien droites. Ça, je pense que faut respecter la morphologie de la personne. On a tous les tibias placés d'une façon avec des rotations différentes, les fémurs avec des rotations différentes, les longueurs de ces segments-là différentes. Donc, ce que je préconise plus, c'est quelqu'un qui, par exemple, arrive dans un gym qui marche naturellement comme ça, OK? Je vous dirais que oui, on peut essayer de lui demander peux-tu essayer comme ça pour voir si ce serait pas plus confortable? Là, il l'essaye, il dit ah non, ça me tire vraiment beaucoup un peu partout ici, je me sens vraiment pas à l'aise. Quand je suis comme ça, exemple extrême, vous me direz, mais quand je suis comme ça, je suis vraiment, vraiment à l'aise. Moi, j'aurais tendance à respecter ça. Parce qu'en réalité, ce que j'incite la personne à faire, par contre, c'est de limiter le plus possible son oscillation au niveau du genou. Parce que si le genou oscille, bien entendu, on sait que c'est des forces de friction non désirables au niveau de l'articulation. Mais si le genou est vraiment dans l'axe où est-ce qu'il va suivre le centre de mon soulier, qui va viser qui va descendre en belle ligne droite vers mon soulier, j'en vois pas de problème. Le problème viendrait à un moment où est-ce que je verrais une cassure dans ce mouvement-là, un changement d'axe. Là, j'aurais tendance à dire, oh, OK, ça, j'aime pas ça, on va corriger ça. Mais le simple fait d'avoir quelqu'un qui a les pieds un peu plus ouverts, versus un peu plus comme ça, versus un peu plus aligné comme dans le livre, moi, je respecte ça, puis j'essaie pas d'inciter les personnes à faire ça, sauf s'il y a un problème, bien entendu. Mais s'il n'y a pas de problème, je ne veux pas en créer un non plus en essayant de changer sa technique inutilement. Oui, effectivement. Effectivement, ou du moins, s'il y a de quoi à changer, ça va être vraiment progressif. Puis, une fois de plus, là, je reviens avec le mot progressif, mais puis, tu sais, c'est ça. Fait que, puis, il y a quelqu'un, là, Claudie, là, qui nous parle du full squat, du squat jusqu'en bas. De mon point de vue, moi, le full squat, il y a beaucoup de monde qui n'ont pas la mobilité là, articulaire, ils n'ont pas la mobilité pour faire des full squats, puis qui continuent à le faire parce que sûrement par influence là, de ce qui est demandé par où qui s'entraîne ou de ce qu'ils regardent. Je pense que c'est une grave erreur. C'est une grave erreur qui peut mener à des blessures. Souvent, ce qu'on va voir, c'est quelqu'un qui va faire un full squat. Exemple, il va perdre là, sa posture là, au niveau lombaire, justement, comme tu as parlé tantôt, où les genoux vont rentrer vers l'intérieur. Fait que là, en plus, si on rajoute des charges des charges de 100, 200, 300 livres et plus, là, on rajoute là, des pressions incroyables sur la colonne vertébrale ou les autres articulations. Puis je pense que c'est une erreur qu'on voit souvent parce qu'une fois de plus, on vise beaucoup la performance sans nécessairement progresser. Fait que, les erreurs que tu viens de parler ou les points, je vous parlerais plus des points clés à observer là, puis à maintenir, vont souvent se perdre avec. Je pense que c'est ça qui va déterminer, en fait, moi, quand j'ai un client, c'est ça qui va me déterminer c'est quoi son amplitude maximale. S'il est plus capable de maintenir ces points critères-là de manière efficace, ben, heureusement ou malheureusement, ça va être l'amplitude, même si on est à, exemple, le genou à 90 degrés, ça se pourrait que ce soit ton maximum d'amplitude pour le moment. On pourra essayer de travailler sur ta mobilité à long terme. Peut-être qu'un jour, tu vas te rendre jusqu'à faire un squat avec plus d'amplitude. Peut-être que non aussi. Peut-être que c'est tes limites
morphologiques qui font que ça stoppe là. Fait que ça, je pense que c'est une question importante que nous, on voit souvent, surtout pour être souvent dans les gyms, là, très, très souvent. Puis des fois, j'ai mal aux yeux, puis j'ai mal pour la personne à long terme. Je me dis, oh, hey, ça, après, ça pourrait être demain. C'est comme le boulier. J'aime beaucoup ton exemple du boulier et la loterie. Ça pourrait être demain comme ça pourrait être dans 10 ans. Mais quand la technique vient vraiment là, à se détériorer à cause qu'on veut viser une amplitude, les risques de blessure là, sont gigantesques, je pense. Oui, j'aurais répondu exactement de la même façon à la question. Puis j'ajouterais aussi que ça dépend, comme tu dis, de la morphologie de la personne. Moi, j'ai des très longs tibias, j'ai des très longs fémurs. Ouais. Fait que là, tu sais, ça dépend vraiment. Il y en a qui sont mécaniquement conçus pour être capables de faire ça. Un squat complet, comme ça, fin d'amplitude. Il y en a que, ça, comme tu dis, ça se fera simplement jamais. Puis, tu sais, une chose est sûre, c'est que oui, il faut respecter s'il y a des symptômes. Puis, c'est comme je disais tout à l'heure avec la course, il faut se demander pourquoi c'est ça notre objectif en ce moment. Comme dans la question, on dit parce que Google le dit, bien entendu, c'est correct, ça a l'air en mode, c'est un mouvement qui a l'air cool. Mais, tu sais, ton objectif, c'est d'avoir une force musculaire dans tes jambes, ben, regarde, je t'annonce qu'il y a plusieurs façons d'avoir une bonne force musculaire dans tes jambes. Donc, trouve-en une autre ou demande-en une autre à un expert, puis il va te la conseiller. Puis, regarde, des fois, hein, ça fait 2 ans que tu te blesses à essayer de faire quelque chose. C'est un objectif même qui... Tu fais même pas de sport qui sont dans ces amplitudes-là de mouvement. Je sais pas, moi, peut-être, si t'es un receveur au baseball professionnel puis tu veux te relever super vite du sol. Exact. Ah oui, pratique-toi à faire ça. Il y a des bonnes chances que ça t'aide dans ton métier. Mais si tu vas jamais à cette amplitude-là de mouvement dans tes sports, ben là, arrête de te blesser, essayer de le faire, s'il vous plaît, parce que ton corps exact. Ça se peut que tu sois meilleur dans ton sport à faire un autre type d'entraînement. Ah, ouais. Exact. Tu sais, l'entraînement, le but, c'est que ce soit le plus spécifique au sport. Je prends juste le hockey, là, parce que j'ai été souvent avec le monde du hockey. Tu sais, le hockey, t'es jamais en full squat. Ou en tout cas, pratiquement jamais. Tu n'es pas supposé être en full squat. Tu n'es même pas à 90 degrés. Tu vas être à 45 degrés. Fait que, ça ne veut pas dire qu'on ne fera pas de squat avec plus d'amplitude, mais je pense qu'il faut que tu sois plus fort dans ces degrés-là, dans ce degré-là, dans ton 45 degrés. Puis là, en plus, il y a un mouvement de la hanche différent, là, mais bref, si on parle juste du squat, dans ce 45 degrés-là, ça va être ça ce qui est spécifique au sport. Ça ne veut pas dire de ne pas varier, il faut toujours varier, mais si on veut vraiment venir faire du renforcement d'un angle précis, on va choisir le 45 ou 60 degrés, limite, là, à peu près comme le coup de patin. C'est vrai pour tous les sports. Là. C'est vrai pour tous les sports. Je vois un commentaire assez drôle chez Dominique Gagnon. Hey, on parle de moi. donc ouais. C'est senti visé. C'était pas notre objectif, mais ça peut sonner. Pas à toi. Ça peut sonner une petite cloche peut-être. Je sais pas ça. Je sais pas si. Mais ouais. Si il y en a d'autres qui veulent se déclarer, je vous invite à le faire. Pas de problème. On va créer une communauté des gens qui ont essayé trop fort de faire des squats complets dans leur vie. Ouais, non, exact. Un groupe d'entraide. On va se créer un groupe Facebook juste pour ça. les rescapés du full squat. Là, ouais. Hey, Jean-François, on est déjà rendu à 70 minutes. Fait que, on avait déjà un autre sujet, mais je pense qu'on va tout simplement le garder pour la prochaine partie. J'ai envie de te demander, est-ce que tu as quelque chose, parce que là, on a moins parlé du squat, mais est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur le squat avant qu'on laisse aller le monde, puis nous autres aussi, on puisse aller de notre côté? Non, moi, je vous dirais simplement de vous en tenir aux principes de base. Donc, en résumé, quand je vous regarde de face, il faut que les genoux suivent le pied. On minimise les oscillations le plus possible. Puis après ça, quand je vous regarde, puis on veut pas aussi, il y en a que leur jambe est parfaite, ça je ne l'ai pas mentionné, mais que leur tronc va compenser beaucoup, soit en rotation ou soit en se penchant d'un côté ou de l'autre, bien entendu. Je dis souvent, prenez vos deux os, vos deux pointes au niveau du bassin, puis assurez-vous que faites comme si c'était des lampes de poche, puis là, vous ne voulez pas que les lampes de poche éclairent toujours vers l'avant, donc vous ne voulez pas qu'il y ait de torsion puis d'inclinaison à ce niveau-là. Donc, ça, c'est de devant, un bel alignement, puis après ça, de côté, on a le droit de se pencher le tronc vers l'avant, sauf qu'il ne faut pas faire de la petite courbe protectrice dans le bas du dos. Puis il faut surtout descendre les fesses et très peu avancer les genoux vers l'avant. Donc, c'est ce qui résume. Puis,
pour faire une boucle à tout ça, je dirais que le quart ou le demi-squat sur une jambe est un exercice préparatoire pour la saison de la course à pied idéal. Ouais. Non seulement à faire au magasin pour essayer votre chaussure neuve, mais je vous dirais aussi pour préparer votre saison de course à pied un coup vous avez votre chaussure neuve et que vous essayez de la casser. Donc... Fait que vous pouvez l'essayer dans le magasin, puis après ça, vous entraîner avec votre chaussure neuve à faire des squats sur une jambe. C'est encore mieux, ça. Ouais. Pendant qu'il ne fait pas beau, là, vous êtes sur le bord d'aller courir, là, faites-en du corps et du demi-squat sur une jambe. Exact. C'est le genre d'exercice, je ne sais pas pour toi, là, mais tu sais, les patients me demandent souvent, bon, combien j'en fais? Moi, je suis vraiment pas du genre à faire, surtout au début, là, quand je vois que la qualité est vraiment pas au rendez-vous, l'équilibre est mauvais, tout ça, puis ça s'améliore vite en passant, très vite. Ouais. On parle même de quelques jours puis quelques semaines dans certains cas. Fait que j'ai tendance à dire que ce genre d'exercice-là est plus comme prendre des petites collations dans une journée. Okay? En fait, c'est plus un petit 4-5 répétitions sur une jambe, sur l'autre. Tu peux le faire 3, 4, 5, 6, 7 fois dans la journée. C'est vraiment, tu saupoudres un petit peu. Tu prends des journées de repos, bien entendu, là, puis surtout, tu écoutes les symptômes de ton corps s'il y en a, tu ralentis un petit peu la cadence dans l'exercice, mais je te dirais que la plupart du temps, c'est quelque chose de très, très, très bien toléré, d'en faire des petites pratiques une fois de temps en temps quand on y pense. Exact, puis tu as mentionné le mot qualité. C'est qualité de mouvement, surtout quand on fait un exercice avec de l'instabilité comme ça. J'opère là pour vraiment les points techniques. Pas nécessairement d'aller à pleine fatigue non plus là, quand je vais faire mes séries, même si je veux faire un bon entraînement, essayer d'arrêter avant d'être à l'échec, on dit souvent. Ça, c'est super important. Oui, en faire souvent, surtout si on a un but là, de course. Puis aussi, j'aimerais rajouter qu'avec des amplitudes moindres, on a parlé du 45 degrés, je pense que l'idéal, c'est de commencer avec ça, surtout si la personne n'a jamais fait. Puis après ça, ça pourrait être une progression là, de rajouter de l'amplitude. Si on parle d'un coureur, je ne vois pas nécessairement l'intérêt d'aller trop bas. La course, tu n'es jamais assis en full squat, tu es à 45 degrés maximum, des fois moins, quand ton pied va absorber au sol. Fait que non, c'est ça, je dirais comme ça, comme tu as dit aussi. Là. Ouais. C'est d'ailleurs pour ça qu'on n'a pas besoin d'être très flexible pour faire de la course à pied. C'est parce qu'il n'y a pas beaucoup d'amplitude de mouvement. Les articulations ne seront pas sollicitées à pleine capacité en termes de mobilité lors d'un jogging. Exactement. Donc, je pense que ça fait le tour. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tout le monde qui a assisté. Merci beaucoup à toi, Jean-François. Toujours un plaisir. On a toujours du fun à discuter ensemble. En plus, là, on a la compagnie d'autres personnes. Je vous invite la semaine prochaine aussi. Devrait avoir lieu aussi là, notre capsule, partie 3. On pourra poursuivre là, avec les push-ups qu'on voulait parler aujourd'hui. Je pense qu'on n'a pas eu le temps d'en parler, mais je pense que c'est bien tout de même. Là, on a fait le tour des sujets qu'on voulait discuter plus en profondeur. J'aime mieux faire ça comme il faut que le faire à moitié, mais qu'on parle de tout. Oui, vas-y. Mais je pense qu'on se dirige progressivement vers le haut du corps. Donc, ceux qui pensent qu'on oublie le haut du corps et qui meurent d'envie d'entraîner cette partie-là, ben... ça s'en vient, effectivement. Je tiens à rappeler aussi, pour toute la communauté militaire, c'est le mois de mai, mois de l'activité physique, donc commencez à bouger, faites-le intelligemment. Si vous avez des blessures, vous pouvez consulter. En fait, je vous suggère de consulter. Si vous êtes plus ou moins à l'aise avec l'entraînement, même si vous avez de l'expérience, vous pouvez contacter aussi l'équipe de moniteur de conditionnement physique et l'équipe de conditionnement physique de la des PSP à BFC Bagotville. Aussi, on a déjà des entraînements de faits sur YouTube. Le compte est facile, PSP, trait d'union, BFC Bagotville. On a plusieurs vidéos, des points techniques, des types d'entraînement. Allez-y, si vous avez des questions, gênez-vous pas de nous contacter. Si vous avez des questions à Jean-François, n'hésitez pas à le contacter. Super sympathique, il est bien smart en plus. Puis il va pouvoir vous aider là, avec vos problématiques ou simplement si vous avez des questions. Hey, merci beaucoup tout le monde. Bye bye. Merci. Salut.